Bonjour à tous, merci d'être nombreux et présents malgré la chaleur, mais ça va diminuer. Vous allez voir au fur et à mesure de cette table ronde, les choses vont aller mieux. On a une mission qui est compliquée, on va rendre le monde désirable. Et pour ça, on a un panel de choix pour répondre à toutes les questions que vous posez sur l'éco-anxiété et le monde de demain. On est avec Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia, Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration d'Engie, Éric Lombard, le directeur général du groupe Caisse des dépôts, et Florent Ménégo, le président de Michelin, et le maire de Florence, Dario Nardella, qui est avec nous également. Notre coordinateur, c'est Yann Algan, à qui je vais laisser la parole pour introduire justement cette table ronde sur la désirabilité de notre futur. Yann. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir nombreux et autour d'un panel aussi prestigieux sur cette grande question, comment rendre le monde désirable. Et en introduction, je me permettrai de citer ces mots d'un ami et co-auteur, Daniel Cohen, qui avait un livre assez prémonitoire qui s'intitulait « Le monde est clos, mais le désir infini ». Et sa phrase d'introduction était la suivante. La croissance économique était la religion du monde moderne, l'élixir qui apaise les conflits, la promesse de progrès indéfini, la solution au drame ordinaire de la vie humaine, qui est de souhaiter ce que l'on n'a pas. Dit autrement, la croissance était la solution à la nature anthropologique du monde, le désir infini. Donc dans ce cadre, comment concilier nos désirs infinis dans un monde qui est clos, dans un monde où il n'y a pas de planète B, et dans un monde où l'essentiel est de préserver le vivant, la biodiversité et notre planète. Et surtout, comment mettre en œuvre l'ensemble de ces politiques autour des différents acteurs, que ce soit les entreprises, les politiques publiques et l'État, et les citoyens. Et nous avons la chance d'avoir les personnes les plus éminentes de ces trois parties, entreprises, société civile et politique publique à cette table ronde. Donc on se demandera si l'innovation et le progrès technique sont suffisants pour combiner croissance économique et respect du vivant. Est-ce que les efforts considérables d'un grand nombre d'entreprises pour avoir une trajectoire nette carbone à l'horizon 2030-2050 seront suffisants? Quel va être le rôle de l'État en termes de financement, dont on a vu avec le rapport Pisani-Ferry, dont on voit l'ambition, mais que la pente va être très raide? Et enfin, quel est le rôle des citoyens? Doit-on, chacun d'entre nous, justement limiter nos désirs? Doit-on rentrer dans un monde de la sobriété? Mais comment le faire dans un contexte où il y a aussi de fortes demandes de pouvoir d'achat et de services publics et des très fortes tension sociale. Notre panel va répondre en 1 heure à l'ensemble de ces questions et en donnant des solutions. Merci. Ouais, merci Yann d'avoir posé les enjeux, effectivement, avec, vous avez rappelé, ce moteur du capitalisme qui est dans même l'assouvissement du plaisir, du désir, et certains diraient de l'accumulation. Comment on fait rentrer ce moteur indispensable, et je ne sais pas si on en a trouvé un autre, dans des contraintes effectivement qui sont plus fortes, notamment en matière d'émissions carbone, qui d'ailleurs définit ce que sont ces nouvelles contraintes et ces nouvelles règles. Est-ce qu'il faut aller vers une croissance décarbonée ou carrément de la sobriété, voire de la décroissance? Et qui fixe ces nouvelles règles? Et pour réaliser ces milliards, ces dizaines de milliards d'investissements dont parlait le rapport Pisani-Ferry, effectivement, 66 milliards par an, qui va payer, qui va changer les règles peut-être du capitalisme? On va parler de tout ça. On va commencer, on vous propose de faire deux parties dans notre débat, de manière à entraîner le débat et le dialogue entre tous les participants. On va donner 2-3 minutes à chacun au début pour planter le décor. D'abord, effectivement, qui fixe les règles? Ce sont les États, les communautés, les entreprises qui sont à l'avant-garde aujourd'hui du combat par la décarbonation. J'imagine que vous avez tous vu depuis hier à quel point les entreprises, depuis 1 ou 2 ans, avaient complètement changé de modèle économique par opportunisme, mais aussi par conviction sur la décarbonation. On va peut-être commencer avec vous, Estelle Brachlianoff, qui fixe les règles du jeu, et est-ce qu'on doit changer les règles? Alors, vous avez prononcé le mot éco-anxiété dans votre introduction. Et alors, quand on voit qu'on a besoin d'être 5 pour essayer d'un début de solution,
c'est que je suis convaincue que l'économie sociale, elle vient de l'impression qu'il n'y a pas de solution. Donc la prise de conscience, elle est là, mais à chaque fois que je vois des jeunes ou des moins jeunes, ils me disent « So what ? Qu'est-ce que je peux faire ?» Moi en tant que citoyen, moi en tant que salarié dans une entreprise, et moi en tant qu'électeur d'ailleurs, de façon générale. Et le chemin, il existe. Il existe, il est semé d'embûches, c'est un mélange de choses. Alors comme d'habitude, c'est compliqué, c'est de la sobriété, de la solution, de l'innovation technologique, c'est un peu de tout ça en même temps. On a des solutions pour décarboner. On a des solutions pour dépolluer, on a des solutions pour régénérer les ressources. Et donc pour moi, l'enjeu, c'est plutôt comment on arrive à faire rencontrer la demande sociale, la demande politique et l'offre technologique et technique qui existe. Et comment on arrive à réconcilier les deux. Donc, qui fixe les règles ? C'est tout le monde qui va devoir s'y coller, excusez-moi de le dire comme ça. Et plutôt que juste de poser la question des règles, de passer à l'action. Et pour moi, le sujet, c'est de passer à l'action maintenant, avec les solutions qui existent maintenant, et d'accélérer. Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça va aller assez vite ? Parce qu'on est dans une course de vitesse sur cette décarbonation. Est-ce que les solutions technologiques sont là ? Alors, on a coutume de dire qu'il y a la moitié des solutions qui existent déjà, l'autre moitié qu'il nous faut inventer et sur lequel il reste à innover. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Ou alors on attend que la deuxième moitié soit prête. C'est le cas de certains, ou alors on se dit que la première moitié qu'on a déjà, on a intérêt à accélérer le dispositif. Et je crois que c'est à l'échelle, y compris du territoire, que ça se fait. C'est une deuxième clé de conviction pour moi. C'est aussi beaucoup en bottom-up, c'est beaucoup à partir des territoires, à partir de coalitions, de personnes et d'intérêts divers que ça se fabrique. Jean-Pierre Clavadieu. En fait, je vais me retrouver beaucoup sur la conclusion d'Estelle sur l'action, mais peut-être de deux ou trois commentaires avant d'y arriver. Le premier, c'est qu'on a traversé depuis quelques années, depuis 3 ans en fait, une série de crises incroyables qui nous ont tous pris par surprise. La crise sanitaire, une guerre à 1500 km de chez nous, avec des disruptions majeures dans nos chaînes d'approvisionnement énergétiques ou autres. Et dans cette forme de chaos, les entreprises se sont remarquablement réorganisées pour être capables de faire face à ces enjeux. Moi, je suis frappé de regarder ce qui se passe chez nous, mais chez nos clients, chez nos partenaires, et je trouve qu'il y a eu une capacité à imaginer des solutions qui est très inspirante. Qui aurait imaginé qu'on puisse se mettre en home office à 80% de nos effectifs en quelques jours, dans certains cas en quelques heures. Et donc cette capacité à se transformer, il faut qu'on l'applique, et il faut qu'on l'applique sur un sujet différent qui est effectivement l'urgence climatique et d'ailleurs quelques autres formes d'urgence que nous retrouvons autour de nous. Et donc moi je suis vraiment confiant quant à la capacité des entreprises d'apporter un ensemble de solutions. Et du coup, je crois qu'il ne faut pas qu'on se cache derrière les gouvernements, les organisations de toute nature. Il faut qu'on prenne tout simplement notre part de responsabilité. Alors bien sûr, il faut un cadre, il faut des objectifs, et ça c'est la responsabilité des politiques de le fixer au niveau national, mais aussi de plus en plus au niveau européen sur les sujets qu'on évoque aujourd'hui. Donc oui, je crois que les entreprises, de toute taille d'ailleurs, doivent prendre leurs responsabilités. Elles ont souvent les ressources financières où elles peuvent y accéder, technologiques, la gouvernance, la flexibilité qui leur permet d'apporter des contributions et des solutions. Et alors quand on voit le titre « Rendre le monde désirable », on a l'impression que c'est une sorte d'objectif un peu lointain. En tout cas, c'est comme ça que je le lisais, et je crois au contraire qu'il faut le ramener dans le concret, dans le quotidien et dans l'action. Au fond, ce qu'il faut qu'on rende désirable, c'est le fait de venir travailler chez nous, le chez nous étant très collectif, pour contribuer à ces objectifs. Et quand on a la chance de travailler chez Engie dans un groupe qui effectivement a fait de la transition énergétique sa raison d'être, c'est un moteur puissant pour attirer des talents et pour leur dire « vous allez demain nous aider à contribuer à régler un ensemble de problèmes dans les grandes agglomérations urbaines, en développant des systèmes énergétiques nouveaux, en développant des approches complètement nouvelles comme l'hydrogène. Et je pense que c'est au travers de ce présent dans l'action qu'on est capable effectivement d'engager nos collaborateurs et peut-être nos clients. Un groupe comme Engie, il a aussi quelques millions de clients en France. Et ce sujet de l'engagement me paraît clé.
Je pense que c'est l'engagement au service d'un certain nombre de projets, d'actions, de transformations. Et je pense que ça doit être notre objectif à tous, dirigeants, d'être capables de montrer l'utilité collective des projets que nous développons et des actions que nous menons. Donc peut-être plus que rendre le monde désirable, c'est vraiment faire en sorte que dans le présent, nous offrions à nos collaborateurs, à nos clients, des opportunités d'agir et d'agir effectivement pour faire face à tous les problèmes auxquels cette planète doit faire face. Merci, on voit, il y a beaucoup de projets, d'initiatives depuis 2 jours ici aux rencontres. Il y a un peu un tabou, il y a un peu un non-dit, c'est l'argent. Qui va payer? On sait que les coûts vont être colossaux. Le rapport Pisani-Ferry nous dit, c'est une évaluation comme une autre, mais 66 milliards d'euros par an pendant de nombreuses années. Il y a le banquier, Éric Lombard, le banquier de la transition qui est là, puisque vous avez déjà annoncé pas mal de choses en matière de financement. Mais je sais que vous vous posez des questions, vous, sur la sustainability, comme on dit en bon français, du financement de la transition. Est-ce qu'on a l'argent et est-ce qu'on peut continuer à faire fonctionner le modèle capitaliste tel qu'il fonctionne avec un taux de retour tel qu'il est aujourd'hui? Merci de me tendre la perche. Quand on est DG de la Caisse des dépôts, il faut s'habituer à être aimé pour son argent, et donc j'en ai pris mon parti. Et donc, en fait, la question de l'argent, du financement, n'est pas une question, mais quand vous dites en introduction qui fixe les règles, ça ne fonctionnera que si les règles du fonctionnement de l'économie de marché sont profondément modifiées. Je vais vous proposer un raisonnement assez simple, je crois. Le rapport de Jean Pisani-Ferry et de Salma Mahfouz, c'est, je crois, le premier grand rapport fait par une équipe de macroéconomistes, donc des gens forcément très sérieux, n'est-ce pas Yann, qui donne un cadre de réflexion et qui nous dit qu'il faut qu'on investisse dans les 5 prochaines années, en plus du fonctionnement courant de l'économie, 300 milliards d'euros rien que pour notre pays. Pourquoi il faut investir 300 milliards d'euros? Parce que la transformation écologique, qui est impérative si on veut que le monde soit non pas désirable, mais simplement vivable, mais admettons que ça permettra que le monde reste désirable, demande de changer tous nos fonctionnements collectifs et tous nos modes de production. Juste donner un exemple. Vous ne savez peut-être pas, sauf évidemment Jean-Pierre Clamadieu dont c'est le métier, que les énergies renouvelables aujourd'hui sont largement développées par les collectivités locales. J'étais dans le Loiret où le président du conseil départemental veut prendre les délaissés du Loiret pour mettre des panneaux solaires. On est coactionnaire dans l'Eure, dans la Vienne, de grandes sociétés. Il y aura en transport public tous les RER métropolitains qui vont se développer. Je ne vais pas donner tous les exemples, il y en a beaucoup. Ces investissements et ces 300 milliards dont parle Jean Pisani-Ferry, les fonds sont là. La question qui se pose, ce n'est pas est-ce que les fonds sont disponibles, c'est qui va les gérer et qui va emprunter. Et cette question, elle est redoutable. Une partie va passer par les collectivités locales. Moi, je suis convaincu que les collectivités locales, à un moment où l'État n'a plus de marge de manœuvre, sont une des solutions. Elles ont des capacités d'endettement, c'est pour ça que j'ai cité l'exemple de ces départements qui étaient des acteurs des énergies renouvelables, mais les mobilités, c'est les régions qui vont les opérer, la transformation du logement social va passer par les acteurs locaux, l'isolation thermique des bâtiments publics va passer par les acteurs locaux, et là on est dans un système assez logique d'endettement public qui pose d'ailleurs des problèmes redoutables, mais qui est un système assez traditionnel. Et puis après, le reste, et ça a été dit par Estelle et par Jean-Pierre, va passer par les entreprises. Les entreprises vont devoir révolutionner leur processus de production, rapatrier d'ailleurs les usines pour avoir des usines bas carbone sur notre territoire. Tout ça va demander des financements massifs. Et la réalité, c'est que cette transition, elle a 2 conséquences. D'abord, une partie de ces financements, de ces investissements ne sont pas très rentables. Ils sont nécessaires. Ce matin, on avait la patronne de Solvay qui nous expliquait qu'elle avait transformé une de ses usines en Meurthe-et-Moselle. Cette transformation, elle coûte, elle ne rapporte pas d'argent. Donc ces investissements vont baisser la rentabilité des entreprises. Et il y a une deuxième conséquence qui est encore plus importante. C'est que la transformation écologique, elle va coûter cher pour les gens, et notamment, elle va coûter très cher pour les gens qui ont le revenu les plus modestes, qui vont devoir faire l'isolation thermique de leur appartement ou de leur pavillon, changer leur voiture, avoir des modes de consommation plus coûteux. Donc, si on veut que socialement cette transformation écologique puisse se faire, non seulement les entreprises vont devoir consentir des investissements pas très rentables, mais ils vont devoir augmenter le pouvoir d'achat, notamment des personnes qui ont les revenus les plus bas. Je crois qu'il faut le dire comme ça. Et donc, la seule façon d'équilibrer le système dans une économie de marché,
si on veut faire des investissements pas très rentables, mais nécessaires, et augmenter le pouvoir d'achat des salariés, c'est d'accepter de baisser le coût du capital et d'accepter d'être dans une économie de marché qui fonctionne avec une recherche de rentabilité moindre. J'ajoute, et je conclurai ce propos de cette façon, toutes les tables rondes ont dit un des problèmes de l'époque, c'est l'augmentation des inégalités de patrimoine, qui est un sujet massif. En France, on a à peu près traité le sujet des inégalités de revenus, qui reste à peu près contenu. Les inégalités de patrimoine ont explosé, notamment parce que le coût du capital était élevé. Et donc, ce rééquilibrage est aussi une façon de traiter la question des inégalités de patrimoine dans la durée. Bon, on verra tout à l'heure si vos collègues de droite sont d'accord avec la baisse de la rentabilité du capital. Il faudra demander ça à leurs actionnaires, dont vous êtes d'ailleurs, pour certains. Et j'en profite pour dire que le projet de Solvay dont Eric vient de parler, c'est un projet que Veolia a fait pour le compte de Solvay. On remplace du charbon à la place, on prend des déchets par cyclable. C'est moins 70% de carbone et il y a un business plan associé. Ah, donc c'est rentable. Pour vous, en tout cas. Florent Médégo. Non, je ne sais pas. Florent Médégo. Quand on a préparé ces tables rondes ensemble, j'étais frappé par votre optimisme irrépressible. Vous m'avez dit, mais il y a tellement eu de crises dans l'histoire de l'humanité, on s'en est toujours sorti et on va y arriver encore cette fois-ci. D'ailleurs, pour vos salariés, vous leur proposez même un rêve collectif. Vous allez encore plus loin que le désir. Oui, tout à fait. En fait, la question de rendre le monde désirable, on a l'impression que c'est une question fonctionnelle. C'est simplement le regard qu'on porte sur le monde. Et en réalité, je me suis posé la question en disant, est-ce qu'en 2023, on est dans une situation pire qu'en 1943 ? En 1943, les perspectives n'étaient pas terribles quand même. Hein. On était dans une guerre mondialisée, on était dans une panade épouvantable. L'humanité était en grand danger. Et depuis, on a créé une richesse considérable. On a sorti de la pauvreté des centaines de millions de personnes, on a permis le développement de technologies incroyables qui vont nous permettre de progresser. Et donc en fait, et là on est au cœur de l'innovation. L'innovation, c'est simplement se dire, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est parce qu'on le regarde d'une certaine manière, et peut-être que si on le regardait d'une autre manière, on serait capable de le voir différemment. Et donc les questions qui sont posées aujourd'hui sont des défis importants. Mais de mon point de vue, pas du tout, et du point de vue de Michelin, pas du tout insurmontable. Quand vous travaillez en entreprise, là je rejoins Estelle et Jean-Pierre, nous on voit des solutions incroyables qui vont arriver sur les marchés dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et que, bien sûr, quand on regarde le monde aujourd'hui, on se dit, mais sans ces éléments-là, on ne peut pas comprendre que les choses vont s'améliorer. Alors après, la question du financement, elle est réelle. La question de la répartition de la valeur, la question de la répartition de la richesse est un vrai sujet collectif qui dépasse d'ailleurs la France et qui est au cœur des débats en disant attention, si on fait une transition qui est uniquement possible pour les riches, il va y avoir un énorme problème. Mais rappelons-nous quand même que dans le passé, nous avons réussi à sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté et de l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté dans le monde est aujourd'hui à 9% de la population, alors qu'elle était à 40% il y a quelques dizaines d'années. Donc on a fait énormément de progrès. Maintenant, il reste encore 5 milliards d'individus sur Terre qui vivent avec moins de 5 $ par jour. Donc ça, c'est un sujet. Et donc derrière, nous devons proposer non seulement quelque chose qui permette à ceux qui vivent le mieux de moins consommer d'énergie, de moins avoir d'impact dans leurs activités, mais en même temps de permettre à ceux qui ont moins de richesse d'accéder à beaucoup plus de richesse. Donc ça, la question c'est comment on fait ça. Il faut croire en la technologie. Alors après, qui commence ? En fait, une innovation, elle génère de nouvelles réglementations. Mais une nouvelle réglementation génère de l'innovation. Donc en réalité, les deux doivent agir de concert. Et puis en fonction de qui a commencé, il y a une innovation qui arrive, il faut réglementer pour permettre à cette innovation d'atteindre ces marchés. Et puis, la réglementation provoque dans les entreprises l'idée de dire comment on va réagir par rapport à ça. Et ça génère une capacité d'innovation. Et on l'a vu dans les crises, et là on revient sur ce qu'on s'est dit sur les crises. On est passé à travers des crises vraiment très profondes et très sérieuses. Et globalement, ça a été très chaotique, mais on en est sorti et on progresse. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup plus fort. Alors après, sur le pessimisme ambiant, quelque chose de très frappant, on revient sur la notion de progrès. 60% des personnes interrogées en France pensent que le progrès, c'est négatif. Mais parce qu'on pense que le progrès technologique, ça a un impact négatif. Ça va se traduire par plus de consommation, plus de choses. Alors moi, je vous dis déjà, si tout le monde était équipé en pneus Michelin,
Eh bien oui, tout à fait. Eh bien, en fait, aujourd'hui, la Terre, pour faire les kilomètres sur Terre, aujourd'hui, on consomme 1,4 milliard de pneus par an. Si tout le monde était équipé en pneus Michelin, on aurait 250 millions de pneus en moins à produire. D'accord ? Et pour faire la même chose, exactement la même chose, sans rien changer, avec d'autres bénéfices en plus, moins d'accidents, etc. Donc en fait, le progrès, et donc là on vient sur les réglementations. Il faut des réglementations qui permettent à l'innovation qui a de l'impact positif de pouvoir s'installer sur les marchés. Et donc la question des règles du jeu est une question assez fondamentale. Et je reviens, et je voudrais terminer sur les questions de la répartition entre le capital et de la valeur entre le capital et le travail. En fait, l'économie de marché, elle a montré sa très grande efficacité. Et donc là, on revient sur les mécanismes de régulation qui permettent de redistribuer une partie du patrimoine ou de la richesse, qui, eux, doivent être traités par la puissance publique. Parce que ce n'est pas les entreprises qui vont décider si le coût du capital est assez élevé, pas trop élevé, etc. Et une entreprise, elle passe son temps à essayer des choses, à se casser la figure, à réessayer autre chose, là ça marche, et on fait ça en permanence. Merci Florent Mondego. On est avec tout le maire de Florence, Nario Nardella, qui justement réfléchit d'abord au niveau de sa communauté, de sa ville, à la régulation, à la réglementation et au fait à l'acceptabilité par la population des règles que vous édictez. Je sais que vous faites partie des villes un peu à l'avant-garde. Vous voulez arriver à l'émission zéro carbone 10 ans, voire 20 ans avant les autres. Comment on fait ? Mais avant tout, je pense qu'il faut réfléchir sur le titre de la journée d'aujourd'hui, que c'est faire des choix. Alors, si nous voulons un monde désirable, nous avons besoin d'un monde qui est capable de faire des choix. Et pour faire des choix, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des responsabilités. Et pour prendre des décisions, il faut engager, embarquer les citoyens, les communautés locaux. Ça, c'est mon expérience comme maire de Florence et aussi président de l'association des maires européennes, Eurocities. Et le problème, c'est que les institutions gouvernementales ne sont pas capables aujourd'hui de faire des choix clairs. Les États, donc. Qu'est-ce qu'ont fait les États, les gouvernements nationaux au COP27? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles décisions ont pris? Quels choix ont fait dans le COP26 et dans le COP25 et dans le COP24? Nous n'avons pas des gouvernements nationaux capables de prendre des décisions si nous ne changeons pas les modèles. Et je pense que le modèle de gouvernement multiniveau, c'est fondamental pour avoir la force, la capacité de prendre des décisions et pour embarquer les citoyens. C'est pour ça que je pense, et les maires européens sont convaincus que les villes sont décisives pour changer ce modèle de faire des choix. Pourquoi? Pourquoi les villes en Europe surtout sont le problème et la solution? Il faut rappeler un nombre, 80. Les 80% de la population mondiale est concentrée dans les 3% du territoire, qui c'est le territoire urbain. Mais si nous voyons l'Europe, nous voyons que les villes européennes sont consommatrices de 80% d'énergie disponible et sont productrices de 80% des déchets et de 80% du gaz carbonique. Mais les villes sont en même temps une possible solution. Pourquoi sont capables d'engager les citoyens avec de nouvelles formes de participation active. Et pour avoir la participation active des citoyens, il faut investir, mobiliser des énergies sur l'éducation, sur l'information, sur la participation. Et le problème que nous voyons, que nous avons en face, c'est le coût social que nous avons dans la transition énergétique, dans la transition climatique. Nous parlons toujours de transition énergétique, de transition climatique, mais nous ne parlons jamais de transition sociale, c'est-à-dire une transition juste. Nos citoyens sont vraiment très préoccupés pour ce coût social. Si nous devons obliger les citoyens à changer la voiture
pour avoir une voiture électrique, pour avoir une voiture qui n'est pas polluante. Si nous devons changer les systèmes de chauffage des maisons privées, des familles, et nous avons l'inflation, nous avons les problèmes des salaires, alors nous ne pouvons pas avoir les citoyens avec nous dans cette géante défi. Et la question, c'est de travailler tout ensemble. Les pouvoirs publics, mais pas seulement les pouvoirs centraux, les pouvoirs locaux, les communautés locales, avec les stakeholders, les sujets privés, pour partager des objectifs qui sont des objectifs soutenables. Et nous devons partir de le cadre européen pour travailler ensemble, pour avoir cette capacité. Si nous n'avons pas la capacité de construire un instrument nouveau de décision, nous ne pouvons pas faire des choix. Et sans les choix, nous ne pouvons pas avoir un monde désirable. Peut-être des petites réactions sur ce que vous avez dit les uns et les autres. J'ai vu que quand Éric Lombard a parlé de changement de modèle du capitalisme et de baisser la rémunération du capital, Jean-Pierre Clamadier, vous aviez envie de réagir. Non, mais la Caisse des dépôts est un actionnaire important d'Engie, donc effectivement, j'imagine que les prochains échanges seront différents. Non, moi, ce que j'allais dire, c'est que le système capitaliste est très plastique, hein, et il a montré un certain nombre de capacité à allouer les investissements aux bons endroits. Et quand on regarde le business model du renouvelable, hein, très, très différent du business model d'autres types de production d'énergie, on arrive aujourd'hui à financer des projets. On arrive à financer des projets parce qu'effectivement, la rentabilité immédiate est faible, mais on a une visibilité sur une très longue période et ça nous permet de justifier un investissement. Et puis on sait monter des partenariats, d'ailleurs, quelquefois avec la Caisse, avec des acteurs qui ont des visions un petit peu différentes du coût du capital pour rendre le projet finançable. Et puis peut-être un deuxième commentaire pour dire que la relation qu'on a avec nos actionnaires, c'est pas simplement une relation autour de résultats financiers, ça l'est même de moins en moins. La part que prennent les discussions sur la performance extra-financière des entreprises est très importante, y compris d'ailleurs, et peut-être même surtout, avec des investisseurs comme la Caisse, mais pas que. Et ça, c'est vraiment un moment où on peut discuter de qu'est-ce qu'on fait. Enfin, la trajectoire de décarbonation d'Engie est un sujet qui nous conduit à échanger de manière très, très active avec nos actionnaires qui nous disent « vous en faites pas assez, ce serait quoi les conditions pour ?» D'autres qui peuvent nous dire « attention à l'impact que ce que vous faites peut avoir sur d'autres aspects de votre performance ». Mais il y a un dialogue très nourri et moi, j'y vois une forme d'espoir au sens où effectivement, le système financier cherche aujourd'hui à s'adapter à une réalité qui est différente. Et effectivement, nos actionnaires attendent de nous, acteurs et en particulier ceux qui ont un rôle imminent dans la transition énergétique, une contribution, pas simplement au travers de la bottom line, mais au travers d'un ensemble d'indicateurs de performance. Laurent Ménégo, chez Michelin, vous avez peut-être l'habitude de gérer cette contradiction à la fois avec cette tradition d'actionnariat familial, tradition centenaire, où on voit le long terme en fait, et puis des actionnaires au capital boursier qui ont des objectifs souvent plus de court terme de rentabilité. Comment on gère les deux côtés ? Vous avez en permanence, effectivement, le dilemme, et ça, toutes les entreprises, les managers ont le même problème. C'est qu'est-ce qu'on fait entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Les entreprises qui sont là dans la durée sont des entreprises qui arrivent en permanence à jongler entre la réalité, la survie du court terme, la capacité à faire des choses à moyen terme et de développer, d'assurer le long terme. Donc, de toute façon, sur ces questions de transition écologique, de changement de business model, les entreprises vont trouver le business model. La société, globalement, va finir par trouver le business model. À chaque fois qu'on développe une nouvelle technologie, au début, c'est une catastrophe financière. Ça ne marche pas du tout. Le truc n'est pas au point, on n'a pas les effets d'échelle. Mais progressivement, si on commence à voir qu'il y a des marchés qui sont intéressés, on commence à voir que la technologie, elle va pouvoir se perfectionner, on a de tout de suite, on appelle ça la courbe en S. Au départ, on se met à voir les choses qui dégringolent, et puis assez vite, après, elles vont se mettre à progresser très, très fortement jusqu'à arriver à un plateau. Et donc, dans une entreprise, en permanence, on gère plein de courbes en S sur
beaucoup de sujets. Donc la transition est un autre sujet, mais je suis convaincu qu'on est au tout début. Donc au tout début, ça paraît effroyable. Il y a des technologies qu'on a développées il y a 25 ans. Honnêtement, on a failli abandonner plusieurs fois parce qu'on s'est dit on ne va jamais y arriver. Et en fait, progressivement, on finit par y arriver. Donc une entreprise qui est inscrite dans la durée, elle a en permanence un portefeuille de sujets à court terme, à moyen et à long terme, et elle jongle en permanence pour essayer de trouver le meilleur équilibre. Et à l'arrivée, bien sûr, il faut arriver à rémunérer correctement les actionnaires. Mais si vous le faites au détriment de la rémunération des salariés, ça ne marche pas. Si vous rémunérez trop les salariés au détriment de l'actionnaire, ça ne marche pas non plus, parce que vous n'avez plus personne qui investit dans votre entreprise. Donc en fait, il faut jongler en permanence sur cet équilibre-là. Estelle Brachlianoff, c'est vrai que pour rendre ce monde désirable, c'est à la fois entrer dans le système de la rémunération du capital et du capitalisme, mais aussi la satisfaction de ses clients, vous en parliez tout à l'heure, et de ses salariés. Comment on conjugue tous ces volets ? Moi, j'avais envie de commenter, pour conclure là-dessus, n'oublions pas l'humain dedans. C'est pas la planète d'un côté, la technologie qui va nous sauver, en oubliant pourquoi on fait tout ça. Et pourquoi on fait tout ça, c'est pour les êtres humains, pour nos salariés, et pour les villes qu'on contribue à décarboner. Et ne l'oublions pas. Pourquoi je dis ça ? Quand je commence par dire les salariés, le premier devoir pour moi d'une entreprise, c'est d'essayer de faire une mini-société, de retisser du lien, y compris au sein de nos entreprises. Et on voit, et les épisodes récents nous montrent que c'est encore plus important que peut-être on le pensait il y a encore quelques années. Moi, une de mes premières décisions en tant que directrice générale, ça a été de mettre en place des standards minimums sociaux au niveau mondial pour tous les salariés de Veolia. C'est ce genre d'exemple, parce que je crois beaucoup à l'exemple et au discours de preuve plutôt qu'à des injonctions, qui peut permettre aussi de refaire société au service de la transformation écologique. Et une deuxième chose, c'est que toutes les études nous montrent que les Français, et c'est pareil dans tous les pays du monde, sont prêts à faire des efforts sous réserve d'un certain nombre de conditions d'acceptabilité. Le premier, c'est l'équité dans les efforts, que tout le monde en fasse. Le deuxième, c'est que ça fonctionne, que ce ne soit pas juste un petit truc qui fasse joli sur une étagère mais qui ne résolve rien. Et le troisième, c'est que ça n'impacte pas leur santé. Et pour aller jusqu'au bout, un monde désirable, c'est un monde où on puisse être en bonne santé, où l'on vive mieux, et pas forcément avec du plus en termes de quantité. Donc parlons du qualitatif aussi, et parlons de ce lien humain, ça me paraît essentiel de le construire. Éric Lombard. J'aime bien la courbe en S de Florent Ménégo et la référence à 1943, parce que je pense qu'il faut qu'on mesure collectivement l'ampleur du défi qui est devant nous. L'objectif, c'est d'être à un réchauffement limité à 1,5 degré en 2100. Pour ça, il faut qu'on soit zéro carbone sur la planète en 2050. Et pour ça, en réalité, on a 10 ans pour mettre en place ces investissements nécessaires. Donc on a 10 ans d'un effort collectif qui ne doit laisser personne sur le bord de la route, qui doit être compris par l'ensemble de nos concitoyens et qui est absolument massif et qui va transformer la façon de faire. Alors, puisqu'on prend la référence de 1943, cet effort, on l'a fait à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, dans ce qu'on a appelé en France les 30 Glorieuses. Et le contrat social qui a caractérisé les 30 Glorieuses, beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont lu ça dans les livres et peu s'en souviennent, voilà, pour des questions d'âge. C'est un contrat social précisément d'un partage complètement différent de la valeur de celui qu'on voit depuis quelques années. C'est un contrat social où il y a eu beaucoup de distribution de pouvoir d'achat, où les investisseurs ont privilégié le long terme au court terme. C'est un contrat social où les dirigeants n'étaient pas rémunérés comme aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément l'essentiel. Donc on a la capacité de le faire. Il faut accepter que on va le faire en changeant profondément les règles. Et puis, ça a été dit, c'est vrai qu'il y a de plus en plus un suivi de l'activité des entreprises et d'ailleurs des administrations et des États qui est sur tout ce qui est non financier. Et d'ailleurs, il y a une directive européenne qui va obliger tout le monde à communiquer en même temps sur le financier. Ça, c'est évidemment un indicateur indispensable. Mais nous allons tous nous mettre sur le suivi d'indicateurs extra-financiers. Pour donner un exemple, à la Caisse des dépôts, c'est 1168
situation sur laquelle nous devrons chaque année rendre compte. Moi, je trouve que c'est un progrès de l'humanité qu'on communique aussi bien sur les résultats économiques que sur l'impact que nous avons sur la planète. Mais tous ces sujets-là sont massifs. Et je conclurai en disant que les financiers, les investisseurs ont un rôle majeur. Il y a eu un certain nombre d'alliances internationales d'investisseurs, d'assureurs, de gestionnaires d'actifs qui ont été nouées. Et on a eu l'occasion, avec certains confrères publics et privés mondiaux, d'avoir un dialogue avec le secrétaire général des Nations Unies, qui considère que pour protéger la planète, ce qui est aussi son rôle, il faut que l'ensemble des investisseurs du monde se mettent à respecter ces critères. Et les chefs d'entreprise qui sont autour de moi ont manifesté le fait que les actionnaires ont un rôle important. Et c'est vrai que je pense que les financeurs et les actionnaires ont un rôle essentiel pour orienter l'action de l'ensemble du système économique afin qu'ils se mettent dans une trajectoire zéro carbone qui est indispensable pour nos sociétés. Alors vous avez tous souligné l'importance d'embarquer tout le monde, vos salariés. Il y a aussi une question de génération. Et Yann Algan a mené une étude sur les aspirations des jeunes diplômés, que ce soit ceux de l'agro, d'HEC ou de Sciences Po. Qu'est-ce qui ressort de cette génération-là? Après, on parlera des différences, qu'il faut aussi embarquer les autres générations, bien entendu. Mais celle-ci, Yann? Alors, il y a plusieurs éléments. Bon, le premier, c'est que c'est une jeune génération effectivement traversée par l'éco-anxiété. Il y a un point central, c'est que pour le moment, on est un peu dans le registre de la peur et de la volonté d'action. Il ne faut pas qu'on rentre dans le registre de la colère. On est en train de mener de nombreuses expérimentations, notamment avec une économiste de Harvard, Stéphanie Stancheva, pour regarder le lien entre émotion et acceptabilité des politiques publiques. On s'aperçoit qu'il s'agisse du moment de la crise Covid ou alors de la crise climatique. Lorsque les personnes ont peur, elles sont prêtes à s'informer et elles sont prêtes à être dans l'action. Lorsqu'elles sont en colère, elles n'écoutent absolument plus aucune information et elles sont juste dans la détestation et la mise en cause. Donc là, on n'a pas beaucoup de temps avant qu'il y ait un basculement et il faut vraiment apporter des solutions. Maintenant, chez ces jeunes générations, c'est sûr qu'en 2-3 ans, il y a eu vraiment un mouvement. Pendant très longtemps, on leur présentait uniquement une familiarisation, une sensibilisation aux faits scientifiques. Or, elles sont maintenant beaucoup plus au fait que nous, d'une certaine façon, et surtout, elles veulent des solutions. Lorsqu'on leur présente la fresque du climat ou l'atelier d'automne, de toute façon, elles le rejettent, elles veulent des solutions. Et alors après, on a mené des enquêtes effectivement auprès des jeunes d'HEC et on est en train d'étendre ça à l'ensemble des grandes écoles, dans des grandes enquêtes où on leur propose vraiment des arbitrages entre des emplois, en disant peut-être que tu auras un emploi qui gagnera 20 000 ou 15 000 euros de moins, mais l'entreprise sera plus responsable écologique. Est-ce que tu choisis cette entreprise? Donc là, on est moins dans les grands discours. Et alors, les résultats? Arbitrage. Et on s'aperçoit qu'effectivement, en moyenne, ils sont prêts à avoir 10%, 15% de décote. Maintenant, et c'est mon troisième point, c'est qu'en fait, la jeunesse est très hétérogène. On parle d'une jeunesse, en fait, il y a plusieurs jeunesses. On parle beaucoup de la jeunesse des grandes écoles parce qu'on les voit à AgroParisTech, on la voit à HEC ou à l'IX faire des diplomations. Mais déjà, au sein même de ces communautés, lorsque vous prenez des jeunes d'HEC qui doivent payer eux-mêmes leurs études plutôt que leurs parents, les arbitrages sont plus compliqués quand même. Mais surtout, vous avez des jeunesses de lycées professionnels, des jeunesses qui ont potentiellement des arbitrages sur des problématiques de pouvoir d'achat un peu différentes. Donc, c'est fin de mois, fin du monde, quoi. Voilà, et il faut l'entendre. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à décentrer un tout petit peu le regard sur cette jeunesse qui manifeste beaucoup pour essayer de comprendre aussi la jeunesse des banlieues, la jeunesse plurielle, où les arbitrages sont un peu plus compliqués. On les a vus dans les émeutes urbaines récentes, effectivement, à quel point ces questions n'étaient pas toujours résolues et on n'y répondait pas. Estelle Bracano, vous êtes, comme tous les chefs d'entreprise présents ici, confrontés à vous recruter des milliers de talents tous les ans. Cette question de qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, quel état de la planète, elle fait partie des arbitrages des salariés que vous recrutez? Alors, oui, on a la chance d'être très attractif chez Veolia pour ces jeunes diplômés pour plein de raisons, notamment par le métier qu'on fait, et j'espère aussi par la cohérence avec laquelle on fait. C'est-à-dire, on n'est pas parfait, mais on essaie de s'améliorer, on réalise vraiment ce à quoi on croit. Et je pense que c'est assez clé comme mot, le mot cohérence, et pas juste discours dans toute cette jeune génération. Moi, j'avais envie de dire pourquoi on parle
des jeunes, entre guillemets. Alors les jeunes, évidemment, m'importent, mais nous, toutes les études qu'on a menées montrent que les jeunes ne sont pas plus ou moins intéressés par les sujets de la transformation écologique que les plus âgés. Par contre, il y a un vrai plus, mais là sur les moins de 18 ans, donc pas le public auquel vous parlez, le beaucoup plus jeune que ça. Et donc mon propos, il faut embarquer les jeunes, mais pas que les jeunes. Par contre, là où j'ai envie de retenir leur message à fond, pour moi, c'est ils veulent plus des discours, ils veulent des preuves. Et c'est ça qu'ils nous disent à chaque fois. Et ils veulent du concret. Donc le monde désirable, oui, c'est-à-dire qu'ils nous disent il faut que l'on puisse avoir envie du monde qu'on est en train de construire. C'est pas juste que ce soit un devoir, ni que ce soit une sanction, ni que ce soit fait d'interdiction. Il faut qu'on puisse en avoir envie. Mais il faut aussi que ce soit possible. Donc il ne s'agit pas de les faire rêver, il faut de leur montrer le chemin et de le construire ensemble. Hein. Quand je dis montrer, ce n'est pas le bon mot d'ailleurs, de construire ensemble le chemin à base de solutions technologiques, mais aussi de sobriété. Le GIEC d'ailleurs ne parle pas de sobriété, il parle de sufficiency, ce qui n'est pas inintéressant. C'est de combien j'ai besoin vraiment et pas plus pour produire le même résultat. Je trouve que le terme est d'ailleurs plus intéressant. Donc pour moi, c'est la transformation écologique, elle ne se décrète pas, elle se fabrique, elle se fait dans les actes et dans les faits, et à partir de maintenant tout de suite. Pierre Clamadieu, quand on a l'histoire d'un groupe d'énergie qui fait d'abord gaz, comment on fait rêver ? Je crois qu'en expliquant concrètement qu'aujourd'hui, Engie a une vision simple, qui est d'être un leader dans la transition énergétique et climatique, et en montrant concrètement, alors pour nous, il y a des choses assez évidentes, 5 ou 6 milliards d'euros d'investissement chaque année dans les renouvelables. 5 ou 6 milliards, c'est des montants qui sont très très importants. Et pour montrer à ceux de nos collaborateurs qui travaillent dans le domaine du gaz, et on en a tous besoin, et on est tous très heureux, quand on a besoin de se chauffer, que nos équipes soient bien sur le pont et capables de fournir à chacun l'énergie dont il a besoin, que ce gaz, on s'est donné l'ambition de le verdir. Et c'est quelque chose qui est très motivant pour nos équipes. On a aujourd'hui des centaines et des centaines, bientôt des milliers de points de collecte de biogaz, là, ces méthaniseurs qu'on voit au détour de nos chemins de campagne, qui viennent apporter dans nos réseaux un gaz produit localement à partir de déchets. Et donc, ce qui est très important, pour reprendre ce que disait Estelle, c'est que dans une entreprise relativement importante en taille, une centaine de milliers de salariés aujourd'hui, c'est que chacun comprenne comment il contribue à l'objectif collectif. Et ça suppose beaucoup d'efforts de communication, du management intermédiaire, et puis aussi bien sûr des dirigeants capables d'inspirer et de montrer que nous sommes dans l'action. Et ce thème d'être dans l'action, il est essentiel. Il est essentiel parce que je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, on l'aperçoit, les analyses, elles ont été largement faites. Les solutions à des degrés divers de développement, elles sont là. Il faut qu'on arrive à accélérer. Et on accélère en engageant toutes nos équipes et en montrant à chacun ce qu'est sa contribution au projet. Et franchement, nos salariés nous challengent sur ces thèmes. Ils ont raison et ils nous poussent souvent à aller plus vite. Éric Lombard, vous êtes au cœur aussi pour emporter tout un pays dans cette transformation. Il y a vos salariés, il y a vos clients, il y a les collectivités locales. Vous avez ces stakeholders qui pour vous sont à convaincre. Alors en fait, ils sont convaincus et on arrive à mobiliser. On n'a pas trop de problèmes de recrutement à la caisse et dans les filiales du groupe, alors que les rémunérations proposées sont moindres que dans les activités privées. Parce que vous avez un taux de rentabilité du capital plus faible. Parce qu'il y a une question de sens. Et je vais juste donner un exemple que j'ai trouvé très, très édifiant, ce qui me permettra de dire un mot de la politique de la ville. Parce que ESG, il y a l'écologie, puis il y a le social. Et dans le social, la politique de la ville dont on a un peu parlé ces derniers jours. Et dans la politique de la ville, il y a une innovation ces dernières années qui est de rénover les copropriétés. On a une politique très active sur le logement social. Ça appartient à des organismes de logement social. Il y en a 700 en France, moins maintenant. Donc c'est quelque chose d'assez centralisé, même si c'est très local en même temps, ça tourne. Les copropriétés, c'est des endroits, et d'ailleurs le maire, l'actuel ministre de la Ville était maire de Clichy-sous-Bois, qui est un endroit où il y avait vraiment des drames dans des copropriétés dont certaines se sont effondrées, où quand les gens n'ont pas assez de revenus, les copropriétés sont pas entretenues et s'effondrent physiquement. Ça arrive, on l'a vu récemment à Marseille. Et donc on a lancé une initiative de rénovation des copropriétés dégradées.
dégradé, ce qui est un travail de Pénélope, parce qu'il faut acheter les appartements les uns après les autres, des lettres de la police et de la justice quand il y a des marchands de sommeil, ou pire dans certains appartements, reprendre le contrôle, rénover, ça prend beaucoup de temps. Et l'équipe qui travaillait là-dessus, il y a un cas intéressant dans les quartiers nord de Marseille, par exemple, dans un endroit qui s'appelle le Parc Chano, m'ont fait le business plan et me l'ont présenté dans mon bureau. Et vous savez que la caisse n'ayant pas d'actionnaire, même si notre coût du capital est faible, on doit quand même nous être rentable pour survivre et se développer. Et quand ils m'ont présenté ça, le sujet était déficitaire. Et je leur ai rappelé qu'on avait quand même besoin de trouver de l'équilibre. Ils m'ont dit non mais attendez chef, c'est tellement important. Et donc on voit bien comment les questions de sens sont des éléments de motivation et des éléments qui permettent de mobiliser les jeunes. Et les élus, moi je voudrais dire combien dans notre pays, on a un grand nombre d'élus qui, parce que c'est l'intérêt général, sont jour et nuit sur le terrain auprès de leurs concitoyens et qui d'ailleurs l'ont été encore plus ces derniers jours. Et je me permettrai de dire quelques mots de plus parce que la politique de la ville est très contestée en ce moment et je pense que c'est à tort. Si on dit les choses simplement, depuis que Jean-Louis Borloo a lancé l'ANRU, tout ça avec des hauts et des bas a continué, il y a des quartiers qui sont rénovés de façon continue, il y a un travail énorme qui est fait, il y a un travail énorme pour apporter plus de services publics, pour aider l'entrepreneuriat dans les quartiers, et tout ça avance. Il ne faut pas être défaitiste, tout ça progresse. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme ça fonctionne, il y a beaucoup de personnes qui progressent, qui connaissent l'ascension sociale, et donc dans ces cas-là, ils quittent les quartiers, ils sont remplacés, comme on est un pays d'immigration, un pays de croissance démographique, par des nouveaux arrivants, qui eux-mêmes sont souvent plus en difficulté, et donc la situation sociale a tendance, disons, à ne pas beaucoup bouger, et c'est cette crise que nous subissons, mais elle ne traduit pas un échec. D'abord, il faut continuer à travailler pour améliorer le logement, les services publics, etc. Mais aussi constater que dans la difficulté de gestion de cette politique de la ville, eh bien, les tensions qu'il y a, notamment les jeunes, qui eux-mêmes, comme disait Yann, sont parfois dans la colère, effectivement, ça déborde. Je ne dis pas ça pour excuser, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que notre politique de la ville, elle a des effets positifs et elle fonctionne. Merci. Laurent Ménigaud, on parlait de rêve collectif tout à l'heure pour Michelin, c'est l'objectif. Oui, donc pour attirer les personnes, si vous leur proposez uniquement un contrat transactionnel, vous faites une tâche et je vous paye un salaire, ça ne suffit pas. En réalité, pour mobiliser un collectif de personnes, l'entreprise, c'est d'abord une plateforme sociale. C'est d'abord des individus qui travaillent ensemble. Personne ne les force à venir dans votre entreprise. Donc quand vous les mobilisez, là je rejoins ce qui a été dit précédemment, il faut que vous leur permettez de se projeter sur un rêve collectif. Nous, chez Michelin, nous avons défini notre rêve collectif, mais ce n'est pas un rêve au sens fumeux, c'est un truc, peut-être qu'on arrivera à le faire, c'est ce qui mobilise toutes nos énergies. Et donc, il va nous permettre de faire des choix, qui va nous permettre de mobiliser notre action. Et après, il y a bien sûr toute la cohérence dans l'action pour aligner nos actes avec nos ambitions. Et en fait, en faisant ça, en réalité, on n'a pas de problème d'attractivité des personnes, ni de problème de rétention, parce que chaque individu est né pour faire du progrès. Et donc à l'intérieur, quand vous lui proposez un cadre qui lui permet d'exprimer ses talents, les individus, naturellement, ils vont aller faire ce pourquoi ils sont nés. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il y avait un déséquilibre entre la rémunération du travail et du capital. Vous estimez qu'on a basculé, qu'on est allé trop loin ? Oui, alors, mais là, je rejoins complètement ce qu'a fait Estelle. Chez Michelin, nous avons défini un salaire décent. Ce n'est pas le salaire minimum qu'on a dans certains pays. Et nous avons aussi défini un minimum de couverture sociale dans le monde entier. Parce qu'il y a des pays dans lesquels vous n'avez aucune couverture sociale. En cas de décès, votre famille, elle n'a plus rien. Et donc derrière, il fallait rééquilibrer les choses. Et donc dans le contrat, on dit non mais il faut rééquilibrer entre les rémunérations les plus faibles et les rémunérations les plus hautes. Il faut que tout le monde ait accès à un minimum de protection sociale. Et puis un salaire décent, c'est pas le salaire de la survie, c'est le salaire. On a défini avec 2 individus avec 2 enfants, donc une famille de 4. Un salaire doit permettre à chacun dans une ville de pouvoir épargner, se loger, manger, et avoir un peu de vacances, avoir accès à de la culture, un minimum de choses. Et on l'a fait
pas en disant c'est nous qui définissons ça, on l'a fait en utilisant des gens, des ONG dont c'est sur le métier, pour définir finalement quel était le minimum. Et depuis qu'on a fait ça, bien sûr, le taux d'engagement des personnes chez Michelin, quand vous les sortez d'un mode de survie, en fait, immédiatement, ils répondent. Ils sont contents, heureux de travailler. Parce que derrière, il y a le minimum de la projection financière qui accompagne la projection du travail. Il est rempli et donc ça marche. Dario Nardella, on voit à quel point les élus, les maires sont importants aussi pour la cohésion sociale. Oui. On voit bien dans les événements récents en France notamment à quel point elle peut se dérégler. Oui, on a vu en fait aussi les maires français engagés dans cette situation sociale très difficile en France, mais qui est partout, par tous les pays européens. Et à propos des nouvelles générations, je pense que, comme vous avez déjà dit, que les nouvelles générations sont les plus sensibles aux grands défis globaux. L'émergence climatique, l'inclusion sociale, le problème de l'inégalité sociale que vous avez souligné. Mais cette génération sont aussi générations très vulnérables, très fragiles. Et si tu ne commences pas un dialogue avec cette génération, nous devons les écouter, nous devons parler avec les nouvelles générations. Le risque, c'est que cette vulnérabilité sociale va se transformer dans la colère sociale. Et ce n'est pas un cas que la grande partie de la manifestation sociale que nous avons en France et dans les autres pays européens est originée surtout par les nouvelles générations. En Italie, j'ai vu une recherche sur les générations post-pandémie, les besoins et attentes des jeunes Italiens dans la période post-Covid, qui a été réalisée par l'Agence nationale de jeunesse. J'étais très impressionné parce que on a vu dans cette recherche que les jeunes sont encore fortement touchés par l'urgence sanitaire mondiale pour le Covid. Et le rapport qui met en scène des jeunes âgés de 18 à 36 ans a mis en évidence la fragilité et la vulnérabilité des enfants et des jeunes adultes qui, des premiers mois de 2020 à aujourd'hui, ont vu un changement radical de leur mode de vie, de leur perspective professionnelle et leurs relations sociales, à propos du monde désirable. Le monde désirable pour les nouvelles générations est malheureusement un monde avec beaucoup de problèmes. Et alors, je pense que encore une fois, la collaboration entre le niveau national et le niveau local pour parler avec les nouvelles générations est fondamentale. J'ai une petite histoire, mais très brève, que je voudrais vous raconter. Le dernier avril, à Florence, j'étais par hasard dans Piazza della Signoria, la place avant au Palazzo Vecchio, où est mon bureau. Et alors, c'est pas ma maison, malheureusement, mais comme bureau, c'est pas mal. Et vous étiez tous invités à venir. Alors, on a eu une manifestation écologiste du mouvement européen, la dernière génération, Last Generation. C'est comme le Friday for Future. Et des garçons ont jeté de la peinture sur les murs de Palazzo Vecchio. J'étais là par hasard, alors je me suis lancé à bloquer ces jeunes et je suis devenu très célèbre en Italie pour ça. Mais parce que j'ai parlé la semaine dernière avec les jeunes, je lui ai dit, vous ne devez pas attacher la culture pour sensibiliser les communautés, la société civile sur la question de l'émergence climatique. Mais nous, administrateurs publics, la politique doit trouver des situations pour parler avec les mouvements européens des nouvelles générations. Parce qu'ils représentent cette colère sociale. Et nous devons investir beaucoup d'énergie pour éviter que la vulnérabilité sociale peut devenir quelque chose de très très grave
pour notre société. Merci. On a besoin de tout le talent de Yann Algan pour faire une synthèse en une minute de ce qu'on a entendu. D'accord, donc navré, on n'aura pas eu le temps de prendre des questions, mais en même temps, on a eu un débat extrêmement riche qui dessine quand même vraiment des solutions qui montrent qu'il y a déjà énormément d'actions à l'œuvre au sein des entreprises, soutenues par la Caisse des dépôts. On a montré aussi à quel point l'acceptabilité de ces politiques nécessitait la mobilisation de tous les acteurs, les entreprises, les politiques publiques, les citoyens, et avec une attention très particulière pour nos nouvelles générations. Merci mille fois d'avoir été parmi nous et merci. Encore mille fois aux panélistes.